Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis, comme cela a été dit, directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives, mais j'interviens aujourd'hui également avec ma double casquette, qui est celle d'être haut fonctionnaire du développement durable. Donc, haut fonctionnaire du développement durable du ministère des Armées. Le développement durable comprend un volet économique dont je ne parlerai pas aujourd'hui, un volet social dont je ne parlerai pas également aujourd'hui, mais je vais traiter aujourd'hui le volet environnemental. Alors, le volet environnemental, il se déduit du fait que le ministère des Armées, comme l'a rappelé Florence Parly lors de son discours de Saint-Christol du 5 septembre 2019, a une responsabilité particulière dans ce domaine. Cette responsabilité particulière vient du fait que le ministère des Armées est le premier occupant du domaine foncier de l'État, avec notamment 275 000 hectares, essentiellement non bâtis, car il ne faut pas oublier que la vocation première du ministère des Armées, c'est l'engagement opérationnel et la préparation opérationnelle, d'où l'importance des surfaces qui sont consacrées aux camps d'entraînement. C'est également le premier consommateur d'énergie de l'État, avec une consommation annuelle de l'ordre de 10 TWh par an, essentiellement consacrée à l'énergie opérationnelle, mais pour lequel 2,83 TWh sont consacrés à ce que j'appellerais l'énergie non opérationnelle ou d'infrastructure ou domestique. Et puis également, le ministère des Armées, il ne faut pas l'oublier, a des activités qui peuvent avoir une incidence forte sur l'environnement. Le ministère des Armées, c'est quelque part, d'une certaine façon aussi, un ministère de l'Industrie, notamment à travers ses différents dépôts d'essence, de munitions, toutes les installations qui concourent à ces activités de préparation ou de conduite opérationnelle. Du coup, comme l'a souhaité la ministre, le ministère des Armées applique une politique volontariste. Alors cette politique, elle n'est pas née l'an dernier. Il y avait déjà des prémices récents. À partir de 2007, on peut le dire, c'est là où apparaît le premier plan d'action environnement du ministère, qui a été actualisé également en 2009 et 2011, mais qui était encore embryonnaire en termes d'effets à obtenir, d'axes et de modalités. Un pas a été franchi sur la première stratégie ministérielle de développement durable dont je parlerai tout à l'heure, et nous déclinons également les objectifs interministériels à travers les stratégies de développement durable, avec une particularité qui est propre au ministère des Armées, ce que j'ai déjà dit. Le ministère des Armées est dédié à la préparation opérationnelle et à l'engagement opérationnel, donc cette déclinaison des directives nationales se fait également en tenant compte de l'obligation du ministère des Armées de défendre le territoire et d'assurer la sécurité des Français. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2019, on assiste à une accélération en termes d'ambition, puisque la ministre a signé avec la secrétaire d'État le 21 juin 2019 le chantier de modernisation ministérielle environnement développement durable. Et puis également, la ministre a signé le 26 mars de cette année une stratégie ministérielle de performance énergétique qui sera notamment détaillée dans son discours de demain. Et puis parallèlement, nous déclinons les engagements de l'État pour des services publics éco-responsables, notamment dans le domaine de la mobilité, des achats responsables, de l'alimentation, de la consommation d'énergie, de l'interdiction du phytosanitaire, où nous sommes plutôt en pointe, puisque notamment dans tout ce qui est l'entretien de nos nécropoles et de nos sépultures, nous appliquons la consigne zéro phyto, et également en termes d'économie circulaire. Dans le cadre du chantier modernisation numéro 16, 3 axes principaux sont développés, que je vais développer devant vous. L'axe maîtriser les risques, protéger la biodiversité et la maîtrise de notre empreinte environnementale. S'agissant du premier axe, maîtriser les risques, le ministère des Armées a la responsabilité de 3614 installations classées, à savoir 2300 installations classées pour la protection de l'environnement et 1300 installations classées liées à la protection de l'eau. Qu'est-ce que sont les installations classées pour la protection de l'environnement ? Eh bien, ce sont des dépôts d'essence, des dépôts de munitions, des chenils, des chaufferies, des stockages de poudre, des garages, etc. Et quant aux installations liées à l'eau, il faut savoir que le ministère des Armées est autosuffisant pour la moitié de sa consommation d'eau, donc il possède des installations qui sont liées à toute la chaîne de production d'eau, donc il a des captages,
des forages, des réseaux, des châteaux d'eau et autres stations d'épuration. Donc l'objectif clairement affiché, c'est de mettre aux normes les installations classées. Elles le sont essentiellement, sauf qu'il faut suivre une réglementation qui est toujours plus précise et exigeante. Donc dans ce cadre-là, le ministère des Armées met en place un premier système d'information totalement informatisé et dématérialisé qui s'appelle le système d'information Speedy Appia, qui vient d'être mis en place et qui va concerner l'armée de terre, qui a la moitié des installations classées d'ici la fin de l'année. Nous procédons également avec le service d'infrastructure de la Défense à l'état des lieux techniques, avec des campagnes d'audit portant sur les installations classées de soutien commun avant de s'intéresser aux installations classées métiers. Et nous programmons les travaux en conséquence de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros par an pour accompagner les mises aux normes administratives et techniques de ces installations classées. Parallèlement, le ministère a en responsabilité des installations dites Seveso haut et Seveso bas. Pour les installations Seveso haut, il doit fournir et produire 48 plans de prévention des risques technologiques, sachant qu'à ce jour, 39 ont été approuvés. Le deuxième axe principal, c'est protéger la biodiversité, sachant que si nous prenons en gros nos terrains militaires, notre immobilier, 80% bénéficient d'une protection d'une façon ou d'une autre. Alors, ce qui est le plus emblématique, ce sont les installations, enfin les protections Natura 2000, mais il y en a d'autres. S'agissant de cette protection de la biodiversité, depuis 2009-2011, un certain nombre de partenariats ont été noués avec de grandes institutions qui sont dédiées à la protection de l'environnement pour accompagner les initiatives locales. Je pense notamment à la Fédération des conservatoires des espaces nationaux, des espaces naturels, l'Office national de la forêt, l'Union de l'apiculture française, la Ligue de protection des oiseaux, l'Office de la chasse qui maintenant est inclus dans l'Office de la biodiversité. Pour autant, depuis 2019, l'ambition est affichée est d'établir pour la première fois une politique générale de biodiversité concernant l'ensemble de nos emprises. Et pour ceci, nous avons deux fers au feu, si je peux dire. Le premier, c'est un partenariat qui a été signé par la secrétaire d'État en mars 2019 avec le Muséum national d'histoire naturelle pour notamment inventorier, suivre et définir une stratégie concernant la protection de la faune et de la flore. Mais également, nous avons un partenariat avec les programmes de financement européens LIFE, pour lesquels nous avons signé des contrats de partenariat concernant notamment le LIFE Lavalbonne, qui vise à restaurer 8 espèces faunistiques sur le camp et à en réintroduire une 9e, et le partenariat Nature Army, qui vise, en termes de gouvernance, à assurer une gestion exemplaire de nos camps. L'objectif, c'est de définir environ à mi-2021 une stratégie nationale de préservation de la biodiversité sur les terrains militaires. Et puis parallèlement, dans le but de prévenir les catastrophes ou les tensions, nous participons, en partenariat notamment avec le ministère de la Transition écologique, le MTES, à deux grands projets. Le premier, Kiwi Kuaka, qui vise à suivre deux espèces d'oiseaux qui permettent d'avoir une alerte précoce sur les cyclones. Et puis nous participons également à une étude dite Micropac avec la DGRIS concernant à étudier les espèces halieutiques dans l'Asie du Sud-Est, et ce, afin de prévenir les conflits entre les pêcheries nationales du secteur. Enfin, le troisième grand axe, même s'il est polyforme, c'est la maîtrise de notre empreinte environnementale. Donc maîtriser notre empreinte environnementale, c'est participer à la mobilité durable. Nous visons en 2030, pour nos véhicules non opérationnels, à avoir une flotte de 50% de véhicules propres, ce qui nécessite d'acquérir d'ici là 2500 véhicules propres. Nous avons une action en matière de logement, puisque nous visons à réhabiliter, dans le cadre de notre futur contrat CEJOG d'externalisation des domaniaux en décembre 2021,
nous visons la réhabilitation sur le plan énergétique de 80% de notre parc. Nous nous occupons également de traitement des pollutions, notamment quand il s'agit de cession, mais quand il s'agit de pollution qui peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement et surtout sur la santé humaine. Nous suivons le traitement de nos déchets. Nous avons cartographié l'an dernier les 35 000 tonnes de déchets que nous produisons chaque année en vue, en 2021, de définir une politique de gestion de nos déchets. Mais surtout, et c'est l'objet du slide, le cœur de notre action en matière d'empreinte environnementale vise à réduire notre consommation d'énergie. Alors là encore, nous nous inscrivons dans une suite, puisqu'en 2012, notamment les travaux du service d'infrastructure de la Défense nous avaient permis de développer une première stratégie ministérielle de performance énergétique qui s'était traduite par une réduction de la consommation d'énergie, d'infrastructures, passant de 3,33 TWh à 2,83. Lié également, il faut le dire, non seulement à une action volontariste, mais à une diminution du format des armées. Et également, nous avons constaté une évolution favorable du mix énergétique qui vise à aller vers une énergie plus propre, notamment en diminuant nos énergies fortement carbonées et en augmentant nos énergies faiblement carbonées. Sachant qu'aujourd'hui, essentiellement, 47% de l'énergie d'infrastructure consommée au ministère est une énergie électrique. En 2020, la ministre a signé une nouvelle stratégie ministérielle de performance énergétique qui vise notamment à améliorer l'efficacité énergétique par la contractualisation de contrats de performance énergétique d'emprise. Donc ces contrats de performance énergétique, ce sont des contrats globaux où nous demandons à des prestataires des obligations de résultats. Deux, notamment, sont remarquables aujourd'hui, celui de Barbie-Roquenoir près de Grenoble et celui de la Valbonne. L'objectif est donc, d'ici 2025, de lancer 12 contrats de performance énergétique, avec notamment 3 en 2021 et 3 en 2022. Nous visons également, d'ici fin 2022, d'avoir des plans de mobilité durable pour chacune de nos bases de défense. Et nous souhaitons également disposer d'un parc immobilier à usage tertiaire et résidentiel économe en énergie. Pour ceci, nous suivons les prescriptions nationales et nous avons une priorité particulière visant à supprimer toutes nos chaufferies au charbon et au fioul d'ici 2031, soit 1600 chaudières, notamment en privilégiant des réseaux de chauffage urbain à partir du moment où ils existent. Toujours dans la maîtrise de notre empreinte environnementale, une priorité est donnée sur le développement du recours aux énergies renouvelables photovoltaïques. Nous participons ainsi au plan interministériel Place au Soleil qui vise pour les armées à mettre à disposition de prestataires ou, dans le cadre de cessions, 2000 hectares d'ici 2022. Donc de deux façons, soit en faisant des cessions dédiées. Notre objectif est donc de céder pour 400 hectares à des collectivités principalement, en échange d'une obligation d'installer des fermes photovoltaïques. Pour ceci, 137 hectares ont déjà été cédés. Et puis, nous avons des appels à manifestation d'intérêt pour faire en sorte de délivrer des AOT aux prestataires sous forme de contrats de l'ordre de 35 ans qui consistent à mettre en place et à gérer des fermes photovoltaïques. Dans ce cadre-là, déjà l'an dernier, un premier appel à manifestation d'intérêt a permis de réserver 268 hectares à cet effet. Et puis nous avons un deuxième appel à manifestation d'intérêt qui est en cours pour 177 hectares et un troisième lancé également cette année pour contractualiser une AOT à l'été 2021. Donc si on fait la somme de ces AMI, déjà 777 hectares sont dans le tube pour remplir l'objectif ministériel. Parallèlement, nous menons des expérimentations concernant les énergies renouvelables. Le but de ces expérimentations étant, si les expérimentations sont favorables, à les développer dans d'autres endroits de notre ministère. Je citerai notamment le four solaire à haute température de Saint-Christol d'Albion, qui vise à être multiplié sur d'autres sites.
des installations de stockage de combustible dans les îles Glorieuses qui, si les résultats sont favorables, seront diffusées sur toutes les îles éparses, et des installations de biomasse. Actuellement, nous avons une installation sur 170 hectares sur le camp de Couët-Quidan, et nous prévoyons de faire de même concernant le camp de la Valbonne. Alors le point important, c'est qu'en matière d'environnement, la critique générale qui est dite, c'est vous avez beaucoup d'objectifs, mais vous ne mettez pas des moyens. Le but de ces plans, c'est finalement de mettre des moyens en fonction de cette ambition. Une ambition qui est donc sous-tendue par l'organisation du gouvernance, sur lequel je passe assez vite parce que la ministre en parlera demain, sachant que nous avons déjà une gouvernance au niveau de la direction centrale du service d'infrastructure de la Défense, qui est notre opérateur, notre référent en matière de performance énergétique, et sachant que les comités environnement qui le pilotent sont, les orientations se reprisent dans des comités locaux animés par les commandants de base de défense. Et puis moi-même, en tant que DPMA, j'ai une responsabilité sur les installations classées qui sont celles d'un préfet, et je m'appuie sur un organisme de contrôle spécifique avec l'inspection des installations classées du contrôle général des armées. Nous mettons des moyens financiers conséquents en matière d'environnement. En 2020, nous avons consacré de l'ordre de 60 millions d'euros sur ces investissements de transition écologique, et nous prévoyons en 2021 65 millions d'euros. Dedans sont inclus notamment des petits fonds qui visent à soutenir les initiatives locales des commandants de bases de défense. Et puis nous espérons également, nous inscrivons dans le plan de relance de l'économie, et donc nous constituons actuellement des dossiers de projets visant à accélérer la transition écologique. Aujourd'hui, nous avons 120 projets d'un montant de l'ordre de 700 millions d'euros que nous proposerons en interministériel, et qui visent notamment pour certains d'entre eux à accélérer les projets de solarisation des toitures et de pose d'ombrières. Également, il y aura tout un aspect sur la performance énergétique concernant nos chaufferies et nos logements. Enfin, nous professionnalisons la filière environnement. La filière environnement, notre ambition, c'est de faire en sorte d'avoir 600 conseillers chargés d'environnement à l'horizon 2021. Pour mémoire, il y en avait moins de 500 en 2018 et à temps partiel. Donc il y a un véritable effort en matière de recrutement, en matière également de formation, notamment dans la biodiversité et le développement durable, où nous mettons en place en fait des programmes de formation. Et puis il s'agit d'animer également ce réseau, notamment à travers ce qui a été expérimenté avec succès l'an dernier, qui est la journée du réseau environnement, et également avec une diffusion permanente de consignes, d'informations, car ce sujet est un sujet qui évolue extrêmement vite à travers le site SGA Connect. Et puis, j'en ai parlé en introduction, nous déployons le système de métiers performant qui s'appelle le système de production d'informations et de données immobilières et environnementales, dont la première brique APIA a été mise en place, va être mise en place à compter d'octobre 2020. Et puis nous développons également le réseau des chargés d'environnement MapEnvir, qui permet pour les chargés d'environnement, qui jusqu'à présent se sentaient un peu seuls, de savoir, de façon à travers un système d'information, comment s'appuyer sur les compétences très diverses, multiples, des différents chargés d'environnement. Voilà ce bref panorama pour vous dire en conclusion que, à travers ces différents plans d'action, le ministère participe pleinement à l'action de l'État pour répondre aux objectifs de transition écologique 2030 qui sont notamment formalisés dans la loi TECV et dans la récente loi énergie-climat.